Bonjour à tous, bienvenue dans cette 4e vidéo de confinement. J'espère que vous êtes tous toujours en forme. Dans la vidéo précédente, nous avons vu quelques exemples d'applications concrètes qui nous permettaient de rendre le message délivré le plus clair possible pour l'auditeur. Nous avons vu les exemples de Jean mange des pommes et de la fable du corbeau et du renard, et j'ai abordé les premiers éléments de prosodie basique, à savoir le syntagme, qui, je vous le rappelle, est l'os de la phrase, et la césure, qui délimite les parties de la phrase. Si vous vous souvenez bien, dans la vidéo numéro 2, dans le passage où je détaillais les raisons de mener ce travail-là, je parlais en premier lieu de rendre le message le plus clair possible. C'est ce que nous avons commencé de voir dans la vidéo précédente. Puis j'enchaînais en vous disant que ce travail était nécessaire parce que le texte nous indiquait comment le respirer. C'est sur cette notion que je voudrais maintenant attirer votre attention. Il est absolument essentiel que vous compreniez qu'en tout premier lieu, la source de toute pensée, c'est la respiration. La pensée procède de la respiration. Avant toute velléité d'interprétation, il faut que vous retrouviez l'état respiratoire d'un texte avant sa rédaction et l'énergie créatrice qui l'a motivé. J'en parlais dans la vidéo numéro 2, je vous disais que l'auteur ne décidait rien au hasard, que ses choix étaient voulus, de plus que, généralement, l'auteur écrivait pour les acteurs, en sachant comment dire son texte. Au-delà de la forme de la phrase qu'il faut restituer, nous avons commencé à en voir quelques premiers principes, il faut aussi, et en même temps, rendre vivante l'idée, la pensée contenue dans la phrase. Il faut rendre compte de la pensée en mouvement. Et cette pensée en mouvement est elle-même divisée en deux versants, la protase et l'apodose. La protase et l'apodose sont les deux orientations énergétiques de la pensée contenues dans une phrase. La protase est la partie du discours qui tient l'esprit de l'auditeur en suspens. L'apodose, celle qui permet à l'auditeur de recevoir un message complet ou le complément d'un message suspendu. L'acmé est le point névralgique du discours. Pour mieux saisir cette notion, pensez à l'image d'un feu d'artifice. Le feu part, il monte, on entend le son de l'ascension, puis il décélère, il se suspend quelque peu, il explose, et tout retombe lentement. Ou pensez à l'état de la mer, vague par vague. Il y a un flux, nous sommes à marée haute, puis un reflux, et nous voilà à marée basse, et ainsi de suite. Pour la phrase, nous commençons en protase, jusqu'à l'acmé qui est le suspens, et nous terminons en apodose. Évidemment, la longueur de ces versants est variable et la place de l'acmé changeante. Cela dépend de la phrase en elle-même et de l'intention de l'auteur. Quelques exemples. Notre bonne vieille fable, qui va nous servir de base pendant un bon moment. Nous avons déjà dans ces deux vers une protase et une apodose. À votre avis, où se situe l'acmé? Comment le savoir? C'est très simple. Il nous suffit de lire le texte. Maître Corbeau, sur un arbre perché, nous donne une information. Un corbeau perché sur un arbre. Mais cette information est incomplète. Maître Corbeau est le sujet. Sur un arbre perché, un complément qui précise l'information, mais il nous manque quelque chose. Nous sommes en suspens, en haleine. Maître Corbeau, sur un arbre perché. Très bien, mais quoi? Le deuxième vers vient compléter le premier. Tenait en son bec un fromage. Voilà, l'information est complète. On parle d'un corbeau, on précise qu'il est perché sur un arbre, qui tient un fromage. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Le premier vers est en protase, l'acmé se trouve après perché, et le deuxième vers est en apodose. On aura donc Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Et puis on passe à la suite, Maître Renard, etc. Comme les vagues de la mer, flux, marée haute, reflux, marée basse. Le tout premier vers de Phèdre. Où se situe l'acmé à votre avis? Encore une fois, c'est très simple. Lisons simplement. Le dessein en est pris. Très bien. Hippolyte a pris sa décision. Parfait. Mais quelle est-elle, cette décision? Il nous manque cette information. Nous sommes donc en suspens. La suite. Je pars. Eh bien voilà, l'information manquante. Il nous dit qu'il a pris sa décision. Nous sommes en attente de la connaître et il nous l'a dit. Les 6 premières syllabes du vers sont en protase. L'acmé est après pris, puis le reste du vers et le vers qui suit sont en apodose. On aura donc le dessein en est pris. Je pars
cher Théramène, et quitte le séjour, etc. Vous n'avez pas oublié la règle des syntagmes, vidéo précédente. Le dessin étant sujet de est pris, on césurera donc ces deux syntagmes. Je pars et cher Théramène étant également deux syntagmes indépendants. Je pars, groupe verbal, cher Théramène, groupe nominal. On aura donc, en faisant entendre les césures et la protase et l'apodose, le dessin en est pris. Je pars, cher Théramène, et quitte le séjour de l'aimable Trézène. Je ferai une toute petite parenthèse pour vous faire remarquer une chose que je trouve géniale et qui va vous démontrer d'une part le génie des auteurs, et dans ce cas précis celui de Racine, et d'autre part que beaucoup de choses peuvent nous échapper si l'on ne prend pas le temps de se pencher sérieusement sur le texte. Regardez cet exemple de Phèdre. C'est le tout premier vers de la pièce, et Racine nous place déjà dans une attente, dans un suspens, dans du suspense même. Il fait dire à l'un de ses personnages qu'il a pris une décision, et nous sommes dans l'attente de la connaître. Alors bien sûr, c'est furtif, mais en seulement 6 syllabes, la moitié d'un alexandrin, il crée déjà une tension parce que nous voulons savoir la suite. Imaginez, les lumières de la salle s'éteignent, le rideau se lève, un homme prend la parole et dit « le dessin en est pris ». Et tout se fige, en seulement 6 syllabes. Vous trouvez pas ça génial ? À ce stade-là, il n'y a rien à jouer de particulier. La tension existe déjà par le texte. Vous comprenez ? Je rajouterai que je trouve ça également génial qu'une pièce commence par un mec qui dit qu'il part. Il est là, ou il entre en scène, peu importe, et il dit « je m'en vais ». La pièce commence « je pars ». C'est pas génial ? C'est pareil pour Bérénice. Quel est le premier vers de Bérénice ? Antiochus qui dit « arrêtons un moment ». 6 syllabes également. La pièce commence « arrêtons ». La pièce commence « je pars ». Moi, je trouve ça extraordinaire. Ce sont des petites choses, mais les pièces de théâtre en sont remplies. Lorsque vous abordez un texte, ne cherchez pas à savoir d'abord quelle émotion jouer, mais concentrez-vous sur qu'est-ce qui est écrit et comment c'est écrit. Nous avons vu des exemples sur des passages courts, 1 et 2 vers. Maintenant, voyons un exemple d'un texte plus long. Je vous ai envoyé par mail en annexe un fichier PDF contenant des textes. Prenez le premier, intitulé Chateaubriand. Il s'agit d'un extrait des Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, justement. Lisez-le et essayez de trouver où se situe l'acmé de ce texte. Vous avez trouvé ? L'acmé se situe quasiment à la fin, juste après Voltiger avec les souvenirs et juste avant Venez à vous seul. Pourquoi ? Si on lit bien, on a Chateaubriand qui s'adresse à plusieurs personnes ou entités en les vouvoyant. Il s'adresse au vent des orangers de Palerme qui souffle sur l'île de Circé, puis à la brise qui passe au tombeau du Tasse et qui caresse les nymphes et les amours de la Farnésine. Il s'adresse également à ceux, vous, qui se jouent au Vatican parmi les vierges de Raphaël et parmi les statues des Muses. Il s'adresse aussi à ceux, vous encore, qui mouillent leurs ailes aux cascatelles de Tivoli. Et enfin, il s'adresse au génie des arts qui vit des chefs-d'œuvre et voltige avec les souvenirs. Il s'adresse donc à plusieurs entités. Et en tant qu'auditeurs, nous, on attend de savoir ce qu'il va leur dire. L'information est donc incomplète. Nous sommes en suspens, en attente. Une fois qu'il s'est adressé à chacun, un par un, le vent, la brise, ceux du Vatican, ceux qui mouillent leurs ailes et le génie des arts, il leur dit « Venez, à vous seul, je permets ». Il comble donc l'attente qu'il a créée. Vous comprenez ? On aura donc vent des orangers de Palerme qui soufflaient sur l'île de Circé, brise qui passait au tombeau du Tasse, qui caressait les nymphes et les amours de la Farnésine, vous qui vous jouez au Vatican parmi les vierges de Raphaël, les statues des Muses, vous qui mouillez vos ailes aux cascatelles de Tivoli, génie des arts, qui vivez de chefs-d'œuvre et voltigez avec les souvenirs, venez. À vous seul, je permets d'inspirer le sommeil de Saint-Ty. Vous voyez maintenant, avec ces exemples, que chaque phrase, chaque texte est organisé en ce que nous appellerons des vecteurs énergétiques. C'est-à-dire qu'ils sont porteurs d'une énergie particulière, d'une pensée particulière, parce que l'énergie précède l'écriture et la parole. Et cette énergie, c'est celle de l'auteur. C'est comme si vous révéliez l'énergie de la main de l'auteur qui est en train d'écrire. Il faut que nous entendions la pulsation de la pensée. Il faut donc que vous respiriez le texte et que vous voyiez le mouvement entier de la parole, de la pensée.
L'acteur est le relais cinétique, c'est-à-dire qui a le mouvement pour principe, entre la phrase inerte, de l'encre sur du papier, à la phrase mobile, c'est-à-dire la phrase vocalisée, dite, transmise à l'auditeur dans sa vibration particulière. L'une des idées maîtresses est de traduire la scène pour le public. Si vous mettez de côté le texte objectif, dans sa forme et sa vibration, vous ne permettrez pas au spectateur de comprendre sensiblement ce que vous êtes en train de dire. Je dis bien sensiblement. Je l'ai précisé dans les vidéos précédentes, il comprendra intellectuellement parce que nous parlons la même langue, mais réellement, profondément, intimement, il ne comprendra pas. Il ne sera pas touché par le propos. Ayez bien à l'esprit que la pensée s'entend et se voit. Je vais prolonger le travail sur ces deux versants de la pensée en mouvement, l'un suspensif, la protase, l'autre conclusif, l'apodose. Nous avons vu que ces deux versants pouvaient se retrouver à l'échelle d'un vers unique ou d'une phrase unique qui tiendrait soit sur seulement deux vers, soit qui serait plus longue. Voyons maintenant un exemple de protase-apodose plus large. Dans le fichier annexe, prenez le texte 2 qui est le tout début de la toute première scène du Misanthrope de Molière. Vous allez voir que ce tout début de scène est construit sur un mouvement de pensée bien net. À vous de le trouver. Vous avez trouvé? Oui? Non? Voici la réponse. Cette scène est en protase jusqu'au vers 19 inclus. Pourquoi? Nous assistons à une scène entre deux personnes. Philinte demande à Alceste la raison de ce qui semble être sa fâcherie. Alceste ne répond pas à sa question et l'envoie bouler. « Laissez-moi, courez vous cacher, je ne veux point entendre, je ne veux nulle place en des cœurs corrompus, etc. » Donc, Alceste n'explique pas pourquoi il est, semble-t-il, en colère. Nous n'avons pas la réponse à cette interrogation qui ouvre la pièce. Nous sommes donc toujours en suspens. Et quand Philinte lui demande s'il est donc bien coupable, Alceste commence à lui répondre. Il lui répond qu'il devrait être honteux, qu'il l'a vu faire telle et telle action et que quand il lui a demandé quelque chose de précis, Philinte a agi d'une certaine manière. Et c'est cette manière-là qui a déplu à Alceste, qui l'a fâché. Alceste répond enfin à Philinte. Philinte a enfin la réponse à sa question du départ. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Et nous avons donc le complément du message. Suivez le texte et écoutez. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie, laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher et ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et, quoiqu'ami, enfin, je suis tout des premiers, moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici prophétillon de l'être, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus, et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte? Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser, et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresses, et témoigner pour lui les dernières tendresses, de protestations, d'offres et de serments, vous chargez la fureur de vos embrassements, et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant, et vous me le traitez, à moi, d'indifférent. C'est un mouvement de pensée global qui embrasse tout ce début de la scène et il est nécessaire de l'identifier car il représente un objectif de pensée, c'est-à-dire que la situation est que un homme, Philinte, demande à un autre homme, Alceste, pourquoi il est fâché. Alceste ne répond pas dans un premier temps, puis répond « Je vous ai vu lécher les bottes d'une personne et quand je vous ai demandé qui était cette personne, vous m'avez avoué ne même pas connaître son nom. Et c'est ça qui me met en colère parce que vous êtes hypocrite. » Il faut construire son parcours du rôle en suivant les mouvements de pensée qui sont écrits dans le texte. Avant de vouloir jouer quoi que ce soit, il faut déjà identifier toutes ces bornes-là, pour comprendre quel est le parcours des rôles. Qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi ils le disent? Comment ils le disent? À partir de là, j'identifie les mouvements de pensée successifs, c'est-à-dire que j'identifie ce que dit réellement le personnage. Ensuite, je comprends que telle chose est dite parce que telle autre chose a été dite avant par un autre.
C'est-à-dire que je découvre que mon texte fait partie d'un dialogue, c'est-à-dire d'une dialectique, un échange de pensées entre plusieurs personnages. Et ces pensées, généralement, s'opposent. C'est pour ça qu'elles se répondent. Et enfin, je pars à la découverte de la vibration du texte, le comment ils le disent, qui sera l'objet de la prochaine vidéo. Ces mouvements de pensée sont essentiels. Il faut que vous en fassiez l'un des moteurs principaux de votre travail. On peut retrouver également ces mouvements à l'échelle d'une pièce entière. Prenez Phèdre par exemple. Dès la scène 1, Hippolyte nous apprend que son père, Thésée, n'a plus donné de nouvelles depuis des mois. Tout le monde s'inquiète de ce non-retour, notamment Phèdre. La moitié de la pièce est construite sur l'absence de Thésée. Mais Racine fait apparaître Thésée à l'exacte moitié de la pièce. La pièce est donc construite en protase sur la première moitié, car même si certains supposent qu'il est mort, nous n'en avons aucune preuve, donc nous sommes en attente de connaître son sort. Est-il mort ou est-il vivant? L'acmé étant l'annonce du retour et le retour en personne de Thésée. La suite étant en apodose jusqu'à la fin. Même principe pour Tartuffe de Molière. Dès le début, on entend parler de ce Tartuffe qui semble provoquer des histoires. Molière construit sa pièce sur l'énigme que représente Tartuffe. Il le fait apparaître un peu avant la moitié de la pièce. Sa pièce est construite en suspens jusqu'à l'acmé puis la résolution. Idem pour Bérénice. On attend de savoir quelle position Titus va adopter par rapport à son devoir d'empereur et son amour pour Bérénice. On doit attendre l'acte 3 pour qu'il charge Antiochus de renvoyer Bérénice et l'acte 4 pour qu'il le lui dise enfin lui-même. J'espère que vous comprenez maintenant que toute construction répond à ce mouvement qui est intrinsèquement lié à la respiration. Inspiration, expiration.